Pendant que la fille de cuisine, faisant briller involontairement la supériorité de Françoise, comme l'erreur par le contraste rend plus éclatant le triomphe de la vérité, servait du café, qui selon maman n'était que de l'eau chaude, et montait ensuite dans nos chambres de l'eau chaude qui était à peine tiède, je m'étais étendue sur mon lit, un livre à la main, dans ma chambre qui protégeait en tremblant sa fraîcheur transparente et fragile contre le soleil de l'après-midi, derrière ses volets presque clos, où un reflet de jour avait pourtant trouvé moyen de faire passer ses ailes jaunes et restait immobile entre le bois et le vitrage, dans un coin, comme un papillon posé. Il faisait à peine assez clair pour lire, et la sensation de la splendeur de la lumière ne m'était donnée que par les coups frappés dans la rue de la Cure par Camus, avertie par Françoise que ma tante ne reposait pas et qu'on pouvait faire du bruit. Contre des caisses poussiéreuses, mais qui, retentissant dans l'atmosphère sonore, spéciale au temps chaud, semblaient faire voler au loin des astres écarlates. Et aussi, par les mouches qui exécutaient devant moi dans leur petit concert, comme la musique de chambre de l'été. Elle ne l'évoque pas à la façon d'un air de musique humaine, qui, entendu par hasard à la belle saison, vous la rappelle ensuite. Elle est unie à l'été par un lien plus nécessaire, né des beaux jours, ne renaissant qu'avec eux, contenant un peu de leur essence. Elle n'en réveille pas seulement l'image dans notre mémoire, elle en certifie le retour, la présence effective, ambiante, immédiatement accessible. Cette obscure fraîcheur de ma chambre était au plein soleil de la rue ce que l'ombre est au rayon, c'est-à-dire aussi lumineuse que lui, et offrait à mon imagination le spectacle total de l'été, dont mes sens, si j'avais été en promenade, n'auraient pu jouir que par morceaux. Et ainsi, elle s'accordait bien à mon repos, qui, grâce aux aventures racontées par mes livres et qui venaient l'émouvoir, supportait pareil au repos d'une main immobile, au milieu d'une eau courante, le choc et l'animation d'un torrent d'activité. Mais ma grand-mère, même si le temps trop chaud s'était gâté, si un orage ou seulement un grain était survenu, venait me supplier de sortir. Et ne voulant pas renoncer à ma lecture, j'allais du moins la continuer au jardin, sous le marronnier, dans une petite guérite en sparterie et en toile, au fond de laquelle j'étais assis et me croyais caché aux yeux des personnes qui pourraient venir faire visite à mes parents. Et ma pensée n'était-elle pas aussi comme une autre crèche au fond de laquelle je sentais que je restais enfoncée, même pour regarder ce qui se passait au dehors? Quand je voyais un objet extérieur, la conscience que je le voyais restait entre moi et lui, le bordé d'un mince liseré spirituel qui m'empêchait de jamais toucher directement sa matière. Elle se volatilisait en quelque sorte, avant que je prisse contact avec elle, comme un corps incandescent qu'on approche d'un objet mouillé ne touche pas son humidité, parce qu'il se fait toujours précéder d'une zone d'évaporation. Dans l'espèce d'écran diapré d'états différents que, tandis que je lisais, déployait simultanément ma conscience, et qui allait des aspirations les plus profondément cachées en moi-même jusqu'à la vision tout extérieure de l'horizon que j'avais, au bout du jardin, sous les yeux, ce qu'il y avait d'abord en moi, de plus intime, la poignée sans cesse en mouvement, qui gouvernait le reste, c'était ma croyance en la richesse philosophique, en la beauté du livre que je lisais, et mon désir de me les approprier, quel que fût ce livre. Car même si je l'avais acheté à Combray, en l'apercevant devant l'épicerie Borange, trop distante de la maison pour que Françoise pût s'y fournir comme chez Camus, mais mieux achalandée comme papeterie et librairie, retenue par des ficelles dans la mosaïque des brochures et des livraisons, qui revêtaient les deux vantaux de sa porte plus mystérieuse, plus semée de pensées qu'une porte de cathédrale, c'est que je l'avais reconnue pour m'avoir été citée comme un ouvrage remarquable par le professeur ou le camarade qui me paraissait à cette époque détenir le secret de la vérité et de la beauté, à demi pressentie, à demi incompréhensible, dont la connaissance était le but, vague mais permanent, de ma pensée. Après cette croyance centrale qui, pendant ma lecture, exécutait d'incessants mouvements du dedans au dehors, vers la découverte de la vérité, venaient les émotions que me donnait l'action à laquelle je prenais part, car ces après-midi-là étaient plus remplis d'événements dramatiques que ne l'est souvent toute une vie. C'étaient les événements qui survenaient dans le livre que je lisais. Il est vrai que les personnages qu'ils affectaient n'étaient pas réels, comme disait Françoise. Mais tous les sentiments que nous font éprouver la joie ou l'infortune d'un personnage réel ne se produisent en nous que par l'intermédiaire d'une image de cette joie ou de cette infortune. L'ingéniosité du premier romancier consista à comprendre que dans l'appareil de nos émotions,
L'image étant le seul élément essentiel, la simplification qui consisterait à supprimer purement et simplement les personnages réels serait un perfectionnement décisif. Un être réel, si profondément que nous sympathisions avec lui, pour une grande part est perçu par nos sens, c'est-à-dire nous reste opaque, offre un poids mort que notre sensibilité ne peut soulever. Qu'un malheur le frappe, ce n'est qu'en une petite partie de la notion totale que nous avons de lui que nous pourrons en être émus. Bien plus, ce n'est qu'en une partie de la notion totale qu'il a de soi qu'il pourra l'être lui-même. La trouvaille du romancier a été d'avoir l'idée de remplacer ces parties impénétrables à l'âme par une quantité égale de parties immatérielles, c'est-à-dire que notre âme peut s'assimiler. Qu'importe dès lors que les actions, les émotions de ces êtres d'un nouveau genre nous apparaissent comme vraies, puisque nous les avons fait nôtres, puisque c'est en nous qu'elles se produisent, qu'elles tiennent sous leur dépendance, tandis que nous tournons fiévreusement les pages du livre, la rapidité de notre respiration et l'intensité de notre regard. Et une fois que le romancier nous a mis dans cet état, ou comme dans tous les états purement intérieurs, toute émotion est décuplée. Ou son livre va nous troubler à la façon d'un rêve, mais d'un rêve plus clair que ceux que nous en avons en dormant, et dont le souvenir durera davantage, alors, voici qu'il déchaîne en nous pendant 1 heure tous les bonheurs et tous les malheurs possibles, dont nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns, et dont les plus intenses ne nous seraient jamais révélés, parce que la lenteur avec laquelle ils se produisent nous en ôte la perception. Ainsi, notre cœur change dans la vie, et c'est la pire douleur. Mais nous ne la connaissons que dans la lecture, en imagination. Dans la réalité, il change, comme certains phénomènes de la nature se produisent, assez lentement, pour que, si nous pouvons constater successivement chacun de ces états différents, en revanche, la sensation même du changement nous soit épargnée. Déjà moins intérieur à mon corps que cette vie des personnages, venait ensuite, à demi projeté devant moi, le paysage où se déroulait l'action, et qui exerçait sur ma pensée une bien plus grande influence que l'autre, que celui que j'avais sous les yeux quand je l'ai levé du livre. C'est ainsi que pendant 2 étés, dans la chaleur du jardin de Combray, j'ai eu, à cause du livre que je lisais alors, la nostalgie d'un pays montueux et fluviatile, où je verrais beaucoup de scieries et où, au fond de l'eau claire, des morceaux de bois pourrissaient sous des touffes de cressons. Non loin montaient le long des murs bas des grappes de fleurs violettes et rougeâtres. Et comme le rêve d'une femme qui m'aurait aimée était toujours présent à ma pensée, ces étés-là, ce rêve fut imprégné de la fraîcheur des eaux courantes. Et quelle que fût la femme que j'évoquais, des grappes de fleurs violettes et rougeâtres s'élevaient aussitôt de chaque côté d'elle, comme des couleurs complémentaires. Ce n'était pas seulement parce qu'une image dont nous rêvons reste toujours marquée, s'embellit et bénéficie du reflet des couleurs étrangères qui par hasard l'entourent dans notre rêverie, car ces paysages des livres que je lisais n'étaient pour moi que des paysages plus vivement représentés à mon imagination que ceux que Combray mettait sous mes yeux, mais qui eussent été analogues. Par le choix qu'en avait fait l'auteur, par la foi avec laquelle ma pensée allait au-devant de sa parole comme d'une révélation, il me semblait être, impression que ne me donnait guère le pays où je me trouvais, et surtout notre jardin, produit sans prestige de la correcte fantaisie du jardinier que méprisait ma grand-mère, une part véritable de la nature elle-même, digne d'être étudiée et approfondie. Si mes parents m'avaient permis, quand je lisais un livre, d'aller visiter la région qu'ils décrivaient, j'aurais cru faire un pas inestimable dans la conquête de la vérité. Car si on a la sensation d'être toujours entouré de son âme, ce n'est pas comme d'une prison immobile. Plutôt, on est comme emporté avec elle dans un perpétuel élan pour la dépasser, pour atteindre à l'extérieur, avec une sorte de découragement, entendant toujours autour de soi cette sonorité identique qui n'est pas écho du dehors, mais retentissement d'une vibration interne. On cherche à retrouver dans les choses, devenues par là précieuses, le reflet que notre âme a projeté sur elles. On est déçu en constatant qu'elles semblent dépourvues dans la nature, du charme qu'elles devaient, dans notre pensée, au voisinage de certaines idées. Parfois on convertit toutes les forces de cette âme en habileté, en splendeur, pour agir sur des êtres dont nous sentons bien qu'ils sont situés en dehors de nous, et que nous ne les atteindrons jamais. Aussi, si j'imaginais toujours autour de la femme que j'aimais les lieux que je désirais le plus, alors, si j'eusse voulu que ce fût elle qui me les fît visiter, qui m'ouvrît l'accès d'un monde inconnu, ce n'était pas par le hasard d'une simple association de pensées. Non, c'est que mes rêves de voyage et d'amour n'étaient que des moments, que je sépare artificiellement aujourd'hui, comme si je pratiquais des sections,
à des hauteurs différentes, d'un jet d'eau irisé en apparence immobile, dans un même et infléchissable jaillissement de toutes les forces de ma vie. Enfin, en continuant à suivre du dedans au dehors les états simultanément juxtaposés dans ma conscience, et avant d'arriver jusqu'à l'horizon réel qui les enveloppait, je trouve des plaisirs d'un autre genre, celui d'être bien assis, de sentir la bonne odeur de l'air, de ne pas être dérangé par une visite. Et, quand une heure sonnait au clocher de Saint-Hilaire, de voir tomber morceau par morceau ce qui de l'après-midi était déjà consommé, jusqu'à ce que j'entendisse le dernier coup qui me permettait de faire le total, et après lequel le long silence qui le suivait semblait faire commencement dans le ciel bleu toute la partie qui m'était encore concédée pour lire jusqu'au bon dîner qu'apprêtait Françoise et qui me réconforterait des fatigues prises pendant la lecture du livre à la suite de son héros. Et à chaque heure, il me semblait que c'était quelques instants seulement auparavant que la précédente avait sonné. La plus récente venait s'inscrire tout près de l'autre dans le ciel, et je ne pouvais croire que 60 minutes eussent tenu dans ce petit arc bleu qui était compris entre leurs 2 marques d'or. Quelquefois même, cette heure prématurée sonnait 2 coups de plus que la dernière. Il y en avait donc une que je n'avais pas entendue. Quelque chose qui avait eu lieu n'avait pas eu lieu pour moi. L'intérêt de la lecture, magique comme un profond sommeil, avait donné le change à mes oreilles hallucinées et effacé la cloche d'or sur la surface azurée du silence. Beaux après-midi du dimanche sous le marronnier du jardin de Combray, soigneusement vidés par moi des incidents médiocres de mon existence personnelle, que j'y avais remplacé par une vie d'aventure et d'aspirations étranges au sein d'un pays arrosé d'eau vive. Vous m'évoquez encore cette vie quand je pense à vous, et vous la contenez en effet, pour l'avoir peu à peu contournée et enclose, tandis que je progressais dans ma lecture et que tombait la chaleur du jour. Dans le cristal successif, lentement, changeant et traversé de feuillage, de vos heures silencieuses, sonores, odorantes et limpides.